Je m'appelle Zélie, j'ai 28 ans, et il y a exactement 3 semaines, j'ai assisté à l'effondrement total de ce que je croyais être ma famille. J'ai vu ma propre mère, cette femme qui m'a portée et élevée, pleurer à chaudes larmes dans une salle d'audience austère du tribunal d'Albi. Elle ne pleurait pas parce qu'elle regrettait le mal qu'elle m'avait fait. Elle ne pleurait pas non plus parce que ma sœur cadette, sa fille préférée, se tenait là, menottée, encadrée par 2 policiers au visage impassible. Non, ses larmes étaient celles de la honte pure. Elle pleurait parce qu'une juge, une femme d'une intégrité redoutable, venait de lui poser une seule et unique question. Une question si simple, si tranchante, qu'elle a brisé en un instant 30 années de mensonges, de manipulations et de fausses apparences. Ma sœur a volé mon identité, elle a contracté 90 000 € de dette en mon nom pour financer sa vie de rêve artificiel, et quand j'ai découvert l'horrible vérité, mes parents ne m'ont pas soutenue. Ils m'ont trahi. Ils ont témoigné contre moi. Ils m'ont traité de monstre vindicatif. Mais avant de vous révéler cette question du juge qui a tout changé, il faut que vous compreniez comment mon cauchemar a commencé, par un matin de pluie battante qui semblait pourtant ordinaire. Mais avant de plonger dans les détails sordides de cette trahison familiale, j'aimerais prendre un court instant pour me connecter avec vous. Je me sens souvent isolée avec ce lourd secret, et savoir que vous êtes là m'apporte un réconfort immense. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez mon histoire, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Votre présence virtuelle est ma force. Tout a débuté un mardi matin de novembre, un de ces jours gris où le ciel bas pèse sur les épaules. Je me tenais dans le bureau de ma conseillère bancaire, Madame Delorme. La pièce sentait le café froid et le papier imprimé. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, un tambourinement sourd qui résonnait jusque dans mes tempes. Marceau, mon fiancé, serrait ma main moite dans la sienne. Sa présence était mon seul ancrage. Nous étions là pour une raison précise, un projet que nous mûrissions depuis 5 longues années, la finalisation du prêt pour notre première maison. C'était une petite bâtisse en briques rouges à la sortie d'Albi, avec un jardin pour nos futurs enfants et un vieux cerisier. Ce n'était pas un château, mais c'était notre rêve. Pour en arriver là, j'avais travaillé comme une forçat. En tant que gestionnaire de paie dans une entreprise de transport, j'avais accumulé les heures supplémentaires, les samedis travaillés, les déjeuners sautés. Je m'étais privée de vacances, de sorties au restaurant, de vêtements neufs, économisant chaque centime, chaque euro, pour constituer cet apport personnel. Je portais ce projet comme un trophée, la preuve que mes efforts payaient enfin. Madame Delorme, qui m'avait toujours accueilli avec un sourire professionnel et chaleureux lors de nos rendez-vous précédents, avait ce jour-là un visage de marbre. Elle ne me regardait pas. Ses yeux étaient fixés sur son écran d'ordinateur, ses lèvres pincées en une ligne fine. L'atmosphère dans le bureau était lourde, électrique. Elle a saisi un dossier épais posé à sa droite et l'a laissé tomber sur le bureau. Le bruit mat du papier contre le bois a claqué comme un coup de feu dans le silence. « Je suis désolée, mademoiselle », a-t-elle dit d'une voix blanche, sans lever les yeux vers moi. « Votre demande de prêt immobilier est refusée. » Catégoriquement. Et je crains que ce ne soit le cadet de vos soucis. J'ai cru à une mauvaise blague. J'ai senti un sourire nerveux étirer mes lèvres. Pardon ? Mais c'est impossible. Mon dossier est solide. J'ai l'apport nécessaire, j'ai un CDI confirmé depuis 4 ans, nous avons fait toutes les simulations. Votre dossier de crédit est catastrophique, m'a-t-elle coupé sèchement, levant enfin les yeux vers moi. Son regard n'était pas compatissant, il était accusateur. Vous êtes actuellement fiché à la Banque de France. Vous avez cette carte de crédit active, toutes utilisées au-delà de leur plafond autorisé. Vous cumulez également plusieurs prêts à la consommation impayés. La dette totale s'élève à ce jour à 90 000 €, et elle est actuellement en phase de recouvrement judiciaire par des huissiers. Le temps s'est arrêté. Le bourdonnement de l'ordinateur s'est tu. Le bruit de la pluie contre la vitre a disparu. Je ne sentais plus mes jambes. Le sang a quitté mon visage si brutalement que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Je sentais la main de Marceau se crisper autour de la mienne, ses ongles s'enfonçant presque dans ma peau. C'est impossible, ai-je balbutié, ma voix n'étant plus qu'un murmure étranglé. Il y a une erreur sur la personne. Je n'ai qu'une seule carte bleue, une carte de débit classique. Je n'ai jamais pris de crédit à la consommation de ma vie, j'ai horreur des dettes. Je paie tout comptant. Regardez mes comptes, vous verrez. Madame Delorme a soupiré, un soupir d'agacement, comme si elle avait affaire à une menteuse pathologique. Elle a tourné son écran vers moi.
Regardez par vous-même, mademoiselle. Tout est là. Je me suis penchée, les yeux brouillés par la panique. J'ai vu la liste défiler. C'était une litanie d'excès, une obscénité financière. Des achats répétés dans des boutiques de luxe de l'avenue Montaigne, Dior, Chanel, Louis Vuitton. Des billets d'avion en classe affaires pour Bali, Tulum, Dubaï. Des séjours dans des hôtels 5 étoiles. Des factures astronomiques pour des retraites spirituelles de luxe. Et même des soins esthétiques non payés dans des cliniques privées. C'était le train de vie d'une millionnaire, pas celui d'une gestionnaire de paix qui achète ses vêtements en solde et prépare ses repas le dimanche pour toute la semaine. C'est une fraude, ai-je crié, la panique cédant la place à la terreur. On a piraté mon identité. Ce n'est pas moi. Regardez l'adresse de facturation, a indiqué la banquière avec un doigt accusateur. J'ai regardé. Ce n'était pas mon adresse. C'était une boîte postale. Une boîte postale située dans le centre-ville. Et soudain, un froid glacial m'a envahi. Je connaissais cette boîte postale. Je l'avais vue sur des paquets reçus par ma sœur, Olympe. Olympe, ma petite sœur de 25 ans. Olympe, qui se prétendait coach de vie holistique et influenceuse sur Instagram, mais qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Olympe, l'enfant chéri, la princesse de la famille, celle à qui l'on ne refusait rien. Elle prétendait que les marques lui envoyaient ses produits gratuitement, qu'elle était sponsorisée. Mais le coup de grâce n'était pas encore là. En bas de l'écran, dans la section réservée aux garanties bancaires, mes yeux se sont posés sur un nom. Pour obtenir autant de crédit, il fallait un garant solide. Une caution. Et là, en lettres noires sur le fond blanc, j'ai lu le nom du co-emprunteur solidaire. Bérénice. Ma mère. J'ai reconnu sa signature électronique. Elle avait cautionné ses prêts. Je suis sortie de la banque en titubant, comme ivre de douleur. La pluie fouettait mon visage, mêlant son eau froide à mes larmes brûlantes. Marceau essayait de me parler, de me soutenir, mais je n'entendais qu'un sifflement aigu dans mes oreilles. La réalité s'imposait à moi avec la violence d'un accident de voiture. Ma propre sœur m'avait volé. Elle avait usurpé mon identité pour vivre la vie de château. Et ma mère, ma propre mère, l'avait aidée. Elle m'avait regardé travailler 60 heures par semaine, elle m'avait vu économiser, elle m'avait entendu parler de mon rêve de maison, tout en sachant pertinemment qu'elles étaient en train de détruire mon avenir en secret, signature après signature, crédit après crédit. Je suis montée dans ma voiture, les mains tremblantes sur le volant. Je ne rentrais pas chez moi pour pleurer. Je ne rentrais pas pour me cacher. J'allais chez eux. J'allais affronter les monstres qui portaient le masque de ma famille. Et je n'avais aucune idée que ce que j'allais découvrir ce soir-là serait bien pire que la dette elle-même. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents a été flou. Je conduisais par automatisme, mon esprit tournant en boucle sur les images de ces relevés bancaires. La colère montait en moi, une colère froide, dense, terrifiante. Je n'avais jamais ressenti une telle rage de ma vie. Je suis arrivée chez eux à l'heure sacrée du dîner. La maison, un pavillon soigné avec ses volets bleus et ses géraniums aux fenêtres, semblait narguer ma détresse par sa tranquillité apparente. J'ai ouvert la porte sans frapper. L'odeur familière et autrefois réconfortante du poulet rôti aux herbes flottait dans l'air. C'était l'odeur de mon enfance, l'odeur des dimanches en famille, une odeur qui me donnait maintenant la nausée. Ma mère, Bérénice, mettait la table dans la salle à manger, alignant méticuleusement les couverts en argent comme si de rien n'était. Mon père, Gabin, était assis dans son fauteuil en cuir, lisant le journal local. Et Olympe. Olympe était là. Elle était affalée sur le canapé en velours, vêtue d'un peignoir en soie qui valait probablement plus que mon salaire mensuel, pianotant frénétiquement sur son dernier modèle d'iPhone. Quand je suis entrée dans la pièce, le silence s'est fait instantanément. Ils ont dû voir l'orage dans mes yeux, la tension dans ma mâchoire. Sans prononcer un seul mot, j'ai marché jusqu'à la table de la salle à manger et j'ai jeté la liasse épaisse des documents bancaires imprimés au milieu des assiettes en porcelaine. Les feuilles se sont éparpillées, certaines glissant jusqu'au sol, d'autres recouvrant le plat de résistance. « C'est quoi ça, Zélie ?» a demandé mon père en ajustant ses lunettes, plus agacé qu'inquiet par cette intrusion. « On ne jette pas de papier sur la nourriture. »« Demande à ta fille prodige, ai-je sifflé, ma voix tremblant d'une rage contenue mais prête à exploser. Je me suis tournée lentement vers Olympe, qui avait à peine levé les yeux de son écran. 90 000 €, Olympe ?
Tu as ouvert cette carte de crédit à mon nom? Tu as ruiné ma vie, mon avenir, tout ça pour des vacances à Bali et des sacs à main de marque? Olympe a finalement daigné lever le regard. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux. Aucune culpabilité. Juste un ennui profond, teinté d'agacement. Elle a soupiré bruyamment, posant son téléphone avec un geste théâtral. Oh, arrête ton drame, Zélie. Tu es toujours tellement hystérique. Tu es d'un matérialisme, c'est affligeant. Ce n'est pas de la dépense, pauvre fille, c'est de l'investissement. J'ai besoin de maintenir une image, un standing pour ma marque personnelle. Je vais devenir une influenceuse majeure, et quand je serai riche et célèbre, je te rembourserai le double. Tu devrais me remercier de t'inclure dans mon futur succès au lieu de venir hurler ici comme une poissonnière. Je suis restée bouche bée, littéralement paralysée par son audace. Le narcissisme de sa réponse était vertigineux. Elle ne voyait même pas le problème. Pour elle, me voler était un droit. Je me suis tournée vers ma mère, espérant voir sur son visage le même choc que le mien. « Maman, tu as signé comme garante, ai-je dit, ma voix se brisant. Tu savais? Dis-moi que tu ne savais pas qu'elle usurpait mon identité. Dis-moi qu'elle t'a menti à toi aussi. » Ma mère a évité mon regard. Elle s'est concentrée sur la nappe, lissant nerveusement un pli imaginaire. Son silence était un aveu assourdissant. « Zélie, chérie, baisse d'un ton », a-t-elle fini par dire d'une voix doucereuse qui me donnait envie de hurler. Les voisins vont entendre. Olympe traversait une période difficile, elle se cherchait. Elle a une âme d'artiste, elle est sensible. Elle avait besoin de moyens pour s'exprimer. Le monde est dur avec les créatifs. Nous devions l'aider à se lancer. L'aider? Ai-je hurlé, les larmes commençant à couler malgré moi. En me volant? En détruisant mon crédit? La banque m'a refusé mon prêt immobilier ce matin. Je ne peux pas acheter ma maison. Je suis fichée à la Banque de France à cause d'elle. Je risque d'être saisie sur mon salaire. C'est là que mon père a pris la parole, d'une voix calme, posée, paternaliste, qui m'a glacé le sang plus que les cris. Zélie, calme-toi. Ce n'est qu'une maison. De la brique et du ciment. Tu es jeune, tu as toute la vie devant toi, tu peux attendre quelques années. Ta sœur est plus fragile que toi. Toi, tu as toujours été la forte, la débrouillarde, la résiliente. Tu as un bon salaire, un CDI. On s'est dit que ça ne te dérangerait pas d'aider ta famille un peu. C'est temporaire. Aider? J'ai senti une boule de feu dans ma gorge. Ce n'est pas de l'aide, papa. C'est un crime. C'est de l'usurpation d'identité, c'est du faux et usage de faux. C'est passible de prison. Et je ne vais pas laisser passer ça. Je vais aller voir la police dès demain matin. À ce mot, police, l'atmosphère dans la pièce a changé radicalement. La fausse douceur de ma mère s'est évaporée instantanément pour laisser place à une fureur venimeuse. Elle s'est levée brusquement, renversant sa chaise qui a claqué sur le carrelage. Tu n'oserais pas, a-t-elle craché, son visage déformé par la haine. Tu n'oserais pas envoyer ta propre sœur en prison pour une histoire d'argent. C'est ta sœur, Zélie. La chair de ta chair. La famille, c'est sacré. On ne lave pas son linge sale en public. Elle ne m'a pas traitée comme une sœur, ai-je répondu, en les regardant droit dans les yeux, un par un. Elle m'a traité comme un compte en banque. Elle m'a traité comme une ressource à exploiter. Olympe a alors commencé à pleurnicher. C'était une performance digne d'un Oscar, des larmes de crocodile parfaitement maîtrisées, accompagnées de petits reniflements pathétiques. Tu vois, maman? Elle a toujours été jalouse de moi. Elle veut me détruire parce qu'elle est aigrie, parce qu'elle a une vie ennuyeuse de bureaucrate alors que moi je vise les étoiles. Elle ne supporte pas que je sois spéciale. Je les ai regardés, tous les trois. Ce tableau grotesque d'une famille unie dans le crime contre moi. J'ai réalisé à cet instant précis que je n'étais pas leur fille au même titre qu'Olympe. J'étais le bouclier qu'on utilise pour protéger la princesse. J'étais l'animal de trait qu'on sacrifie quand la charge devient trop lourde. Mais je ne savais pas encore jusqu'où ils iraient pour me faire taire. Je pensais avoir touché le fond de la douleur, mais le sous-sol de leur cruauté était bien plus profond et sombre que je ne pouvais l'imaginer. Je suis rentrée chez moi ce soir-là, brisée en 1000 morceaux. L'appartement que je louais avec Marceau me semblait soudain étranger,
froid. Je me suis effondrée sur le lit, incapable d'enlever mon manteau mouillé. Marceau m'a rejointe, s'asseyant doucement à côté de moi. Quand je lui ai raconté la scène, mot pour mot, j'ai vu son visage passer de l'incrédulité à une colère rouge. « Il faut porter plainte, Zélie », a-t-il dit fermement, en me prenant les épaules. « Dès demain matin à la première heure. Si tu ne le fais pas, cette dette devient officiellement la tienne. Tu vas payer 90 000 € pendant les 15 prochaines années pour les caprices d'Olympe. On ne pourra jamais acheter de maison, on ne pourra jamais rien construire. Il te condamne aux travaux forcés. » Je le savais. Rationnellement, mon cerveau comprenait l'urgence. Mais émotionnellement? C'était une torture indescriptible. Toute mon enfance, on m'avait inculqué que protéger Olympe était mon devoir sacré. Elle était la petite, la fragile, celle qui avait besoin d'attention. Moi, j'étais l'aînée, la raisonnable, celle qui n'avait besoin de rien, celle qui devait comprendre, céder, partager. Briser ce conditionnement, c'était comme essayer de m'arracher la peau à main nue. C'était aller contre ma nature profonde de bonne fille. Le lendemain, mon téléphone est devenu un instrument de harcèlement. Il n'a cessé de sonner, vibrant sur la table de nuit comme une bombe à retardement. Des messages de ma mère affluaient, alternant entre supplications larmoyantes et menaces voilées. « S'il te plaît, Zélie, ne gâche pas la vie de ta sœur pour de l'argent. L'argent, ça va, ça vient. La famille, c'est pour toujours. Si tu vas voir les flics, tu n'es plus ma fille. Je te renie. On peut s'arranger en interne. Tu peux prendre un deuxième travail le soir, on t'aidera un peu tous les mois. On paiera les intérêts. » J'ai relu ce dernier message avec horreur. Un deuxième travail? Il voulait que je travaille 80 heures par semaine, que je sacrifie ma santé et ma jeunesse pour payer les vacances de luxe d'Olympe? L'indécence, l'obscénité de cette proposition m'ont donné le courage qui me manquait. Ce n'était plus de l'injustice, c'était de l'esclavage. J'ai composé le numéro de ma tante Maglone. C'est la sœur aînée de mon père, une femme qui vit seule à la campagne, élevant des chèvres et cultivant son potager. Elle a toujours été la brebis galeuse de la famille parce qu'elle disait la vérité. Ma petite, m'a-t-elle dit au téléphone, sa voix rocailleuse pleine d'une tendresse bourrue. J'ai écouté ton histoire. Si tu ne coupes pas la gangrène maintenant, elle va te tuer. Ce n'est pas de l'amour qu'ils ont pour toi, Zélie, c'est de la prédation. Ils te mangent. Porte plainte. Je te paierai l'avocat. J'ai de l'argent de côté, et je ne vois pas de meilleur usage que de t'aider à te libérer de ces vampires. Ces mots ont été l'électrochoc nécessaire. Le lundi matin, le ventre noué par la peur, je suis entrée au commissariat central d'Albi. L'odeur de désinfectant et de vieux café m'a accueilli. L'officier de police qui a pris ma déposition était un homme d'une 50aine d'années, au trait fatigué mais au regard bienveillant. Il a écouté mon histoire, a regardé les preuves, les relevés bancaires, les fausses signatures grossières. Il a secoué la tête, scandalisé. C'est un cas d'école d'usurpation d'identité aggravée et de fraude bancaire massive, madame. Et vu les montants, c'est du sérieux. On parle de crime, pas de délit mineur. Vous êtes sûr de vouloir poursuivre? C'est votre famille. J'ai regardé le stylo dans ma main. J'ai pensé à la maison en briques rouges. J'ai pensé aux larmes de Marceau. J'ai pensé au sourire arrogant d'Olympe. Oui, ai-je dit, ma voix soudain claire et ferme. Je suis sûre. Je veux porter plainte. J'ai signé ma déposition. Ma main tremblait légèrement, mais une fois le stylo posé, j'ai ressenti un poids immense quitter mes épaules, comme si je venais de déposer un sac de pierres que je portais depuis 20 ans. J'avais choisi de me choisir, pour la première fois de ma vie. Je dois vous poser la question, car cela me hante encore parfois lors des nuits d'insomnie. À ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous accepté de payer la dette pour sauver votre sœur de la prison, comme mes parents l'exigeaient au nom du sang? Ou auriez-vous fait comme moi, risquant de tout perdre pour obtenir justice? Dites-moi honnêtement dans les commentaires ce que vous auriez fait face à une telle pression familiale. Mais je n'avais pas anticipé la riposte. Olympe n'était pas seulement une voleuse, elle était vindicative. Elle et ma mère n'allaient pas se laisser faire. 2 jours après sa convocation au commissariat pour sa garde à vue, j'ai été appelée d'urgence dans le bureau de mon patron, Monsieur Vianney. Il avait l'air grave, embarrassé. Il ne m'a pas proposé de m'asseoir. « Zélie, j'ai reçu un appel très troublant ce matin »,
a-t-il commencé. Une personne affirmant être de votre famille proche nous a contactés. Elle nous a averti que vous étiez sous enquête de police pour détournement de fonds, escroquerie et addiction aux jeux d'argent. Elle prétend que vous utilisez les ressources de l'entreprise pour couvrir vos dettes personnelles. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. La pièce s'est mise à tourner. C'est faux. C'est ma sœur. Elle essaie de me détruire parce que j'ai porté plainte contre elle. C'est elle qui a des dettes, pas moi. Je veux vous croire, Zélie, vous avez toujours été une employée modèle, a dit monsieur Vianney avec un air peiné. Mais l'accusation est grave. En tant que gestionnaire de paie, vous maniez de l'argent, vous avez accès au compte. Je ne peux pas prendre de risques. Je suis obligé de vous mettre à pied à titre conservatoire, le temps de faire un audit interne complet. Veuillez me rendre votre badge. Je suis sorti de mon bureau avec un carton contenant mes affaires, sous les regards curieux et chuchotants de mes collègues. Olympe ne s'était pas contentée de voler mon passé, elle essayait maintenant de brûler mon avenir professionnel. Elle voulait me couper les vivres, me priver de salaire, pour que je n'ai plus les moyens de me défendre face à elle. C'était une déclaration de guerre totale, une tentative d'assassinat social. La mise à pied a été le coup de grâce psychologique. Je me suis retrouvée chez moi, sans emploi, avec une dette colossale sur le dos, et une famille qui voulait littéralement ma peau. C'est à ce moment-là que la machine à rumeurs s'est mise en marche, implacable et cruelle. Dans une ville de taille moyenne comme Albi, tout se sait, ou plutôt, tout se déforme à une vitesse vertigineuse. Mes parents ont commencé à raconter leur version de l'histoire à qui voulait l'entendre, jouant parfaitement leur rôle de victimes éplorées. Au marché couvert le samedi matin, à la sortie de la messe le dimanche, lors des repas de famille où je n'étais plus invitée. Selon eux, j'étais la méchante sœur aînée, rongée par la jalousie face au succès et à la beauté éclatante d'Olympe. Ils racontaient que j'avais donné mon accord pour les cartes de crédit, que je voulais aider ma sœur, mais que j'avais changé d'avis par pure méchanceté, sur un coup de tête, parce qu'Olympe avait oublié de me souhaiter mon anniversaire ou une bêtise du genre. C'était ridicule. C'était grotesque. Mais les gens adorent les drames, et mes parents savaient être convaincants avec leurs airs de retraités respectables. Mon téléphone est devenu un canal de haine. Des cousins que je n'avais pas vus depuis 10 ans, des tantes éloignées, des amis de la famille m'envoyaient des messages cinglants. Comment peux-tu faire ça à tes pauvres parents? Ils sont malades de chagrin. Tu es une honte pour la famille. Une égoïste sans cœur. Retire ta plainte, sorcière, ou tu finiras seule. J'ai passé des jours entiers les volets fermés, dans la pénombre, à pleurer dans les bras de Marceau. Je me sentais cernée, traquée. La solitude était étouffante. C'est le but ultime des narcissiques et de leurs complices, vous isoler socialement pour mieux vous briser mentalement. Ils voulaient que je craque, que je m'effondre, que je cours au commissariat retirer ma plainte juste pour que le harcèlement cesse, pour retrouver un semblant de paix. Un jour, j'ai croisé une ancienne voisine à la boulangerie. Quand je lui ai dit bonjour, elle a tourné la tête ostensiblement et a changé de trottoir, comme si je portais une maladie contagieuse. La rumeur avait fait son œuvre. J'étais devenue la paria. Mais ils avaient oublié une chose fondamentale, la vérité laisse des traces indélébiles. Et surtout, ils avaient sous-estimé ma tante Maglone. Elle a débarqué chez moi un soir de pluie, vêtue de son imperméable jaune et de ses bottes en caoutchouc, avec un panier de légumes de son jardin et une enveloppe épaisse en craft. Elle a posé l'enveloppe sur la table de la cuisine avec autorité. « Tiens » m'a-t-elle dit en retirant son chapeau trempé. « C'est pour l'avocat. » J'ai contacté Maître Verdier. C'est un ami de longue date et c'est surtout un requin du barreau. Il déteste les injustices. Il va les manger tout crus. Je ne peux pas accepter, tata. C'est trop d'argent, ai-je commencé, les larmes aux yeux. Tais-toi et prends. M'a-t-elle coupé. J'ai honte de mon frère. J'ai honte de ce qu'ils sont devenus. Tu es la seule chose pure et honnête qui reste de cette lignée maudite, Zélie. Ne les laisse pas gagner. Ne les laisse pas t'écraser. Grâce à elle, j'ai tenu bon. L'audit à mon travail a finalement prouvé mon innocence totale. Il n'y avait aucun mouvement suspect, aucune fraude. Monsieur Vianney, rouge de honte, m'a réintégré, mais le mal était fait. L'ambiance au bureau était lourde, les regards fuyants. Le jour de l'audience approchait à grands pas. Ma mère m'a envoyé un dernier message, la veille du procès, tard dans la nuit. Pas de menace explicite cette fois, juste une phrase glaciale, chirurgicale.
si tu entres dans ce tribunal demain pour attaquer ta sœur, tu n'as plus de mère. Je monterai à la barre, je témoignerai, et je dirai au juge exactement qui tu es. Je te détruirai pour sauver ta sœur. J'ai relu ce message 100 fois, le cœur en miettes. Elle pensait me faire peur. Elle pensait que la menace ultime de perdre son amour me ferait reculer. Mais elle ne comprenait pas une chose essentielle, son amour était déjà mort depuis longtemps, étouffé sous les dettes d'Olympe et ses propres mensonges. Il ne restait plus rien à sauver. Le jour du procès est arrivé, froid et venteux. Le tribunal d'instance d'Albi est un vieux bâtiment imposant, aux murs de pierre épais et aux couloirs qui résonnent de pas perdus. Marceau me tenait le bras si fort que j'allais avoir des bleus, et tante Maglone marchait devant nous, la tête haute, comme un général menant ses troupes au combat. Quand nous sommes entrés dans la salle d'audience numéro 3, je les ai vus. Olympe était méconnaissable. Fini les tenues de créateur voyante, les décolletés plongeants, le maquillage outrancier. Elle portait un chemisier blanc boutonné jusqu'au col, une jupe grise sous le genou, pas de bijoux, les cheveux attachés sagement en queue de cheval basse. Elle avait la tête baissée, tenant un mouchoir qu'elle tamponnait délicatement sur des yeux secs. Elle jouait le rôle de sa vie, la victime repentante, fragile, l'enfant perdu. Mes parents étaient assis juste derrière elle, sur le banc des proches. Mon père évitait soigneusement mon regard, fixant ses chaussures cirées avec une fascination morbide. Mais ma mère a levé les yeux vers moi. Son regard n'était que haine pure. Un regard noir, dur, qui me promettait l'enfer. L'audience a commencé. L'avocat d'Olympe, un homme aux manières onctueuses payé avec l'argent de la vente de la voiture de mon père, a commencé sa plaidoirie. C'était un tissu de mensonges habilement tissé, une fiction totale. Selon lui, Olympe n'était qu'une jeune femme naïve, un peu perdue, débordante d'ambition mais mal conseillée. Elle avait cru sincèrement que sa grande sœur voulait l'aider à lancer son entreprise. C'est un malentendu familial tragique, madame la juge, disait-il avec emphase, agitant ses manches. Zélie avait donné son accord verbal lors d'un repas de famille. Et maintenant, par rançéure personnelle, par jalousie maladive, elle utilise la justice de la République pour régler des comptes privés et humilier sa sœur. Puis, le moment que je redoutais plus que la mort est arrivé. L'huissier a appelé le témoin de la défense. Madame Bérénice, veuillez vous approcher de la barre. Ma mère s'est levée, digne, ajustant son tailleur. Elle a marché vers la barre, le visage marqué par une douleur qu'elle s'efforçait de rendre visible pour tous. Elle a juré de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et elle a menti. Elle a menti avec un aplomb terrifiant, sans trembler. Madame la juge, a-t-elle dit d'une voix tremblante, presque brisée. Zélie a toujours été difficile. C'est une enfant complexe. Elle est jalouse d'Olympe depuis sa naissance. Elle ne supporte pas que sa sœur réussisse. Elle lui a dit, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Prends mes infos, utilise mon nom, je t'aide, je veux que tu réussisses. Et aujourd'hui, elle renie sa parole pour punir sa sœur. Zélie veut juste voir Olympe souffrir parce qu'Olympe est plus lumineuse qu'elle. J'ai senti les larmes couler sur mes joues, brûlantes. Je ne pouvais pas les retenir. Ma propre mère me peignait comme un monstre manipulateur devant une salle remplie d'inconnus, de journalistes locaux, de curieux. J'avais envie de hurler, de vomir, de disparaître. Je voyais la juge, Madame Castille, prendre des notes frénétiquement, le visage impassible derrière ses lunettes. Est-ce qu'elle la croyait? Comment ne pas croire une mère qui témoigne contre sa propre fille? Une mère ne ment pas pour envoyer son enfant en prison, n'est-ce pas? C'est ce que tout le monde pense. Olympe, sur son banc d'accusés, a laissé échapper un petit sanglot sonore, parfaitement chronométré pour coïncider avec la fin du témoignage de ma mère. L'avocat de la défense souriait discrètement. Il pensait avoir gagné. Il pensait que leur récit de famille unie contre la méchante sœur aigrie allait suffire à semer le doute raisonnable. Mais ils avaient oublié un détail crucial. Un détail technologique ironique. Un détail que mon père, dans sa paranoïa sécuritaire grandissante, avait installé lui-même 6 mois plus tôt pour surveiller la femme de ménage qu'il soupçonnait de voler des bibelots. Il avait installé une caméra de surveillance haut de gamme dans le salon, avec enregistrement audio. Et le soir de notre dispute fatidique, dans la panique et les cris, il avait oublié de l'éteindre. C'était enfin au tour de mon avocat, Maître Verdier. Il s'est levé lentement de son banc, ajustant sa robe noire avec une lenteur calculée.
Il n'a pas posé de questions à ma mère tout de suite. Il a laissé le silence s'installer, pesant, lourd. Il s'est tourné vers la juge avec un sourire en coin. Madame la présidente, la défense repose entièrement, je dis bien entièrement, sur l'affirmation que ma cliente, mademoiselle Zélie, avait donné son consentement verbal pour ses emprunts. Ils affirment qu'il n'y a pas de preuve matérielle du contraire, que c'est parole contre parole. La parole d'une sœur prétendument jalouse contre celle d'une famille aimante et unie. Il a marqué une pause dramatique, balayant la salle du regard. Ma mère avait l'air confiante à la barre, le menton levé, défiant l'avocat du regard. Cependant, a repris maître Verdier en haussant la voix, il existe un témoin impartial de cette soirée du 14 novembre. Un témoin qui ne ment pas, qui n'a pas de préférence affective, qui n'a pas de rancéure, et qui a tout vu et tout entendu. Il a sorti une petite clé USB argentée de sa poche et l'a tenue en l'air, comme un trophée. Voici les enregistrements audio et vidéo de la caméra de sécurité du salon de monsieur et madame, les parents de l'accusé et de la plaignante. Nous avons obtenu ces images légalement dans le cadre de la procédure, saisies sur le cloud familial auquel ma cliente avait encore accès. J'ai vu le visage de mon père devenir livide, gris cendré. Il a porté la main à sa poitrine. Il avait oublié cette caméra. Il avait oublié que je connaissais les codes. La vidéo a été projetée sur le grand écran du tribunal. L'image était claire, en haute définition. Le son était cristallin. On y voyait la scène du dîner, le poulet rôti, la nappe blanche. On m'a vu entrer, jeter les papiers. On m'a entendu crier, pleurer. Mais surtout, on a entendu Olympe. La voix d'Olympe a résonné dans la salle d'audience, amplifiée par les haut-parleurs, claire, arrogante, sans filtre. J'ai pris ton numéro de sécurité sociale dans tes papiers quand tu dormais ici à Noël. T'es tellement naïve, tu laisses tout traîner. J'avais besoin de cet argent. Un murmure de choc a parcouru la salle. Mais le pire restait à venir. La vidéo a continué, et on a entendu la voix de ma mère. Cette même voix qui venait de jurer sous serment que j'avais donné mon accord. Tais-toi Olympe. On s'en fiche comment tu as eu les infos. Zélie, tu ne vas rien dire. Tu vas payer et tu vas te taire. On ne sacrifie pas Olympe pour de l'argent. C'est ta sœur, tu te débrouilles. La vidéo s'est arrêtée sur l'image de ma mère me menaçant du doigt. Maître Verdier s'est tourné vers ma mère, qui était devenue aussi blanche que le mur derrière elle. Ses mains tremblaient tellement qu'elle a dû lâcher la barre. Madame, a dit maître Verdier doucement, presque gentiment, venez-vous de commettre un parjure devant cette cour pour couvrir le crime de votre fille cadette? Venez-vous d'accuser faussement votre fille aînée pour protéger la voleuse? Ma mère a ouvert la bouche, comme un poisson hors de l'eau, mais aucun son n'est sorti. Elle a regardé Olympe, puis mon père. Il n'y avait plus d'échappatoire. Le masque de la famille parfaite venait de tomber, brisé en 1000 morceaux par leur propre arrogance et leur propre technologie. La salle était en ébullition. Les journalistes chuchotaient frénétiquement. Olympe s'est affaissée sur son banc, comprenant que son numéro de charme était terminé. Mais le coup de grâce, l'estocade finale, n'était pas encore venu. La juge Castille, qui avait observé la scène en silence, les lèvres serrées, a levé la main pour interrompre mon avocat. Elle avait vu assez de preuves. Maintenant, elle voulait comprendre l'humain. Elle avait une question. Une seule. La juge Castille a retiré lentement ses lunettes. Elle a posé ses dossiers. Elle a fixé ma mère avec une intensité qui semblait transpercer son âme, dépouillant chaque couche de mensonge. Le silence dans la salle était absolu, pesant, quasi religieux. On aurait pu entendre une mouche voler. Madame, a commencé la juge d'une voix calme mais chargée d'une autorité terrifiante. J'ai vu beaucoup de choses dans ce tribunal. Des vols, des agressions, des trahisons sordides. Mais ce que je vois aujourd'hui est particulier. C'est une faillite morale complète. Ma mère tremblait visiblement, ses jambes semblaient prêtes à céder. Oublions la loi 1 minute, a continué la juge. Oublions le parjure flagrant que vous venez de commettre, qui est un délit grave passible de prison en soi. Je veux vous poser une question d'ordre moral. Une question de mère à mère, de femme à femme. Elle s'est penchée en avant, réduisant la distance entre elle et ma mère. Madame Bérénice, imaginez un instant. Si votre fille Olympe avait volé ses 90 000 € à votre voisine de palier. Si elle avait usurpé l'identité d'une parfaite inconnue dans la rue.
Auriez-vous exigé de cette inconnue qu'elle vende sa maison? Auriez-vous exigé qu'elle sacrifie son avenir, qu'elle travaille jour et nuit pour payer les dettes de luxe de votre fille? Ma mère a cligné des yeux, surprise par la tournure hypothétique de la question. Pardon? Répondez-moi. A insisté la juge, sa voix claquant comme un fouet, faisant sursauter tout le monde. Si la victime n'était pas Ellie, mais une étrangère. Auriez-vous demandé à cette étrangère de ne pas porter plainte par amour pour Olympe? Auriez-vous osé lui dire c'est la famille? Non. Bien sûr que non, a balbutié ma mère, piégée. Ce serait absurde. On ne peut pas demander ça à une inconnue. La juge a laissé tomber le silence comme une guillotine. Puis elle a repris, sa voix tranchante comme un rasoir, chaque mot pesé. Alors expliquez-moi, madame. Expliquez à cette cour. Pourquoi exigez-vous de votre propre chair, de votre fille aînée, un sacrifice d'une telle cruauté que vous n'oseriez jamais demander à une étrangère? Est-ce que Zélie a moins de valeur à vos yeux qu'une inconnue dans la rue? Est-ce que le lien du sang, pour vous, signifie le droit d'abuser et de détruire l'une pour sauver l'autre? C'était le moment. Le moment de vérité absolue. J'ai vu le visage de ma mère se décomposer. La logique tordue qu'elle avait construite pour se justifier, cette forteresse mentale de la famille avant tout, venait de s'effondrer sous le poids de cette simple comparaison. Elle a réalisé, devant tout le monde, l'horreur de sa propre partialité. Elle a réalisé qu'elle avait traité sa propre fille pire qu'un chien, pire qu'une étrangère. Elle a essayé de parler, de trouver une excuse, un bégaiement pathétique. Mais, c'est ma fille, je l'aime. Non, madame, l'a coupé la juge sèchement. La famille protège. La famille ne dévore pas ses enfants. Vous n'avez pas protégé Zélie. Vous l'avez sacrifiée. Et là, devant le regard impitoyable de la justice et le regard brisé de sa fille aînée, ma mère a craqué. Toute sa dignité de façade a explosé. Elle a mis ses mains sur son visage et a éclaté en sanglots. Pas des larmes de théâtre comme celles d'Olympe. Des larmes de honte dévastatrices. Des larmes de réalisation. Le bruit de ses pleurs a résonné dans la salle, un son laid, guttural, animal. C'était le son d'une mère qui réalise qu'elle a perdu son enfant pour toujours et que c'est entièrement de sa faute. Olympe, voyant sa mère, son dernier rempart, s'effondrer ainsi, a commencé à crier depuis son banc. « Maman! Ne dis rien. Il nous piège. Arrête. » Mais c'était fini. Le juge avait vu tout ce qu'elle avait besoin de voir. La vérité était nue, laide et incontestable. Le jugement est tombé 2 heures plus tard, après une délibération rapide. La juge n'avait pas besoin de plus de temps. Le verdict a été sévère, exemplaire, une réponse cinglante à l'arrogance d'Olympe. Olympe a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, usurpation d'identité, faux et usage de faux, escroquerie. Compte tenu de l'absence totale de remords et de la gravité des faits, la préméditation, la durée de la fraude, la juge Castille n'a pas été clémente. Mademoiselle Olympe, a déclaré la juge en la regardant par-dessus ses lunettes, vous avez vécu comme un parasite sur le dos de votre sœur, sans la moindre considération pour sa vie ou son avenir. Vous avez utilisé l'amour familial comme une arme. Vous avez besoin d'apprendre ce que signifie le mot responsabilité. Le verdict est tombé comme un coup près. 3 ans de prison, dont 18 mois ferme avec mandat de dépôt immédiat. Une obligation de soins psychologiques suivie. Et surtout, l'obligation de rembourser intégralement les 90 000 € à la banque. Grâce au procès, la dette a été officiellement reconnue comme frauduleuse et transférée à son nom, me libérant enfin de ce fardeau financier. Quant à mes parents, la juge a hésité. Elle pouvait techniquement les poursuivre pour complicité et parjure. Elle m'a regardé, droit dans les yeux. Elle m'a demandé, dans un murmure que seul le premier rang pouvait entendre, si je voulais déposer plainte contre eux pour faux témoignage. J'ai regardé mon père, voûté sur son banc, l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 1 heure. J'ai regardé ma mère, les yeux rouges et gonflés, incapable de lever la tête, tremblante de honte. J'avais le pouvoir de les envoyer en prison aussi. J'avais le pouvoir de détruire ce qui restait de leur vie, de leur réputation, de leur retraite. J'ai pris une grande inspiration. J'ai pensé à tout ce qu'ils m'avaient fait. À la douleur. À la trahison. À l'isolement. Non, madame la juge, ai-je dit d'une voix calme. Je ne porte pas plainte contre mes parents. Ce n'est pas nécessaire.
Un murmure de surprise a parcouru la salle. Leur punition, ai-je continué, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, ils n'ont plus de fille aînée. Ils ont choisi leur camp. 6 mois plus tard, Marceau et moi sommes retournés voir Madame Delorme à la banque. Quand elle a ouvert mon dossier et qu'elle a vu qu'il était vierge, nettoyé de toute la boue d'Olympe, elle a souri. Un vrai sourire cette fois. Nous avons obtenu notre prêt. Nous avons acheté notre petite maison en briques rouges avec le cerisier dans le jardin. Le jour de l'emménagement, alors que je déballais les cartons de livres, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres. Pas de timbre. Elle avait été déposée à la main, probablement la nuit pour éviter d'être vue. J'ai reconnu immédiatement l'écriture anguleuse de mon père. J'ai hésité à la jeter directement. Puis, la curiosité l'a emportée. Je l'ai ouverte avec précaution. La lettre était courte. Ils disaient qu'ils avaient dû vendre leur pavillon, leur maison de toujours, pour payer les frais d'avocat d'Olympe et commencer à rembourser une partie de ses dettes civiles pour qu'elle puisse espérer une remise de peine. Ils vivaient maintenant dans un petit appartement en location, sombre et humide, en périphérie. Ils disaient que ma mère pleurait tous les jours, qu'elle ne sortait plus, qu'elle avait vieilli de 20 ans. Il écrivait, on a fait une erreur. On s'est trompé. Pardonne-nous, Zélie. On veut voir notre fille. On veut que la famille soit réunie. J'ai relu la lettre, cherchant une trace de remords sincère. Je n'en ai pas trouvé. Une erreur. Ils appelaient la destruction systématique et préméditée de ma vie une simple erreur, comme on se trompe de route ou de numéro de téléphone. Pas un mot sur ma souffrance à moi. Juste leur douleur à eux, leur perte financière, leur déclassement social. Ils n'avaient pas changé. Ils ne changeraient jamais. Ils voulaient juste récupérer leurs ressources, leurs boucliers, maintenant que leur enfant roi était derrière les barreaux et ne pouvait plus les nourrir de ses illusions. Ils avaient besoin d'une nouvelle victime pour absorber leur malheur. J'ai pris un briquet dans le tiroir de la cuisine. J'ai regardé la lettre brûlée dans l'évier en inox de ma nouvelle cuisine, dans ma nouvelle maison, payée avec mon argent durement gagné, protégée par mon nom propre. J'ai regardé les mots « Pardonne-nous » se tordre et noircir sous la flamme jusqu'à devenir cendre. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas appelé. Le silence est la seule réponse que les gens toxiques comprennent vraiment. C'est la seule barrière qu'ils ne peuvent pas franchir. Aujourd'hui, cela fait 1 an jour pour jour. Olympe est toujours en prison. J'ai appris par des rumeurs qu'elle a très mal géré sa détention, qu'elle s'est battue avec des codétenus et a perdu ses remises de peine. Elle purgera la totalité de sa sentence. Mes parents sont devenus des étrangers pour moi, des fantômes d'un passé révolu. J'ai appris par tante Maglone, qui est devenue ma véritable mère de cœur, qu'ils racontent maintenant aux rares voisins qui leur parlent encore qu'ils m'ont renié parce que je suis une fille ingrate qui a abandonné sa famille dans le besoin. Ils ont réécrit l'histoire pour s'adapter à leur rôle de victime. Ils préfèrent vivre dans leurs mensonges confortables plutôt que d'affronter la vérité brûlante de leurs actes. C'est leur choix. C'est leur prison mentale, bien pire que celle d'Olympe. Moi, je vis dans la vérité. Je vis dans la lumière. Je vais bientôt me marier avec Marceau, l'homme qui m'a tenu la main quand je tombais dans le vide. C'est tante Maglone qui me conduira à l'hôtel, fière et droite dans son tailleur neuf. Et il y a une autre nouvelle. Je suis enceinte de 3 mois. C'est un petit garçon. Mon enfant ne connaîtra jamais ses grands-parents maternels. Il ne connaîtra jamais la toxicité, la préférence, le chantage affectif, les comparaisons destructrices. Il grandira en sachant que l'amour ne s'achète pas, qu'il ne se mérite pas par le sacrifice de soi, et que le respect est la base non négociable de toute relation humaine. Je voulais partager cette histoire douloureuse avec vous pour une raison précise, une leçon que j'ai payée au prix fort. On nous dit souvent, depuis l'enfance, c'est ta famille, tu dois pardonner quoi qu'il arrive. Le sang est plus important que tout. On ne tourne pas le dos aux siens. C'est faux. C'est un mensonge dangereux. Le sang n'est qu'une biologie, une coïncidence génétique. La famille, la vraie, c'est le comportement. C'est la loyauté. C'est le respect. C'est la sécurité. Si les gens qui sont censés vous aimer vous demandent de vous immoler par le feu pour qu'ils puissent se chauffer un instant, ce n'est pas de l'amour. C'est du parasitisme. C'est de la consommation humaine. La juge Castille avait raison avec sa question brutale.
Si vous n'accepteriez pas un comportement odieux de la part d'un voisin ou d'un collègue, ne l'acceptez pas de la part de votre mère, de votre père ou de votre sœur. Le titre de parent ne donne pas un passe-droit pour l'abus. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de poser des limites infranchissables. Vous avez le droit de couper les ponts, définitivement, même avec ceux qui vous ont donné la vie, si cette vie devient un enfer à cause d'eux. Se choisir soi-même n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie. C'est l'acte le plus courageux que vous puissiez faire. Merci infiniment d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Cela a été difficile de revivre tout cela, mais si mon témoignage a pu résonner en vous, s'il vous a donné ne serait-ce qu'une once de courage, alors cela en valait la peine. S'il vous plaît, mettez un j'aime à cette vidéo pour aider à diffuser ce message de résilience. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà dû prendre la décision terrible de couper les ponts avec un membre toxique de votre famille? Comment avez-vous trouvé la force? Votre expérience est précieuse et peut aider d'autres personnes qui souffrent en silence. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires de justice et de vérité. Prenez soin de vous, protégez votre cœur et n'oubliez jamais, vous valez beaucoup plus que ce qu'ils disent.